Alors, à quoi faut-il s'attendre? On en parle avec mes deux invités sur ce plateau. Laurent Fagerman, bonsoir monsieur, historien, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Salomé Ocar, bonsoir madame, déléguée générale de l'UNEF. D'abord, monsieur Fagerman, si vous le permettez, est-ce que vous considérez, de votre point de vue d'historien, de sociologue spécialiste de ce genre de mouvement, que ce mouvement prend de l'ampleur? Est-ce que vous voyez une différence? Et si tel est le cas, comment est-ce que vous l'analysez? J'ai pas le sentiment qu'ils prennent de l'ampleur. La semaine dernière, je disais que j'étais assez sceptique sur cette possibilité. D'abord, pour une première raison, quand même, c'est que dans la préoccupation des Français, quand on demande, il y a eu un sondage intéressant de Harris Interactive la semaine dernière qui montrait que dans les motivations de vote, possibilité de motivation de vote pour les élections européennes, c'était en 17e position, la question. Et pour les jeunes, c'était 17e, et pour l'ensemble de la population, c'était la 18e question. Donc je pense pas que ça soit... Et d'autant quand même que les Français savent que les leviers du pays sont pas énormes sur la situation à Gaza. C'est-à-dire, on vend pas d'armes quasiment. Ça aurait pas été la même chose si on avait parlé du Yémen. On a vendu beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui ont fait beaucoup de morts là-bas. Il y a plus d'enfants tués au Yémen dans ce conflit qu'à Gaza. Voilà, donc il y a un certain nombre de conflits oubliés. Mais donc la France, là, ne vend pas spécialement d'armes. Il y a eu un procès, on veut vérifier tout ça, mais pour le moment, les informations dont on dispose, c'est qu'elle en vend très peu. La France, voilà, elle a peu de leviers. Et en plus, elle agit dans le cadre européen, qui est une diplomatie compliquée, et avec des partenaires, notamment l'Allemagne, qui, pour des raisons historiques, est un allié d'Israël. Donc, dans ce cadre-là, c'est assez différent quand même des étudiants américains. Alors, vous parliez de l'Allemagne à l'instant. Il y a aussi des manifestations étudiantes à Berlin, notamment. Il y a des manifestations à Londres. On va rappeler les manifestations aux États-Unis. Salomé Ocar, première question. Est-ce que vous cautionnez déjà ce qui se passe aux États-Unis? Le mouvement n'a quasiment rien à voir avec le mouvement français. Quelle est votre position par rapport à ce qui se passe là-bas? En effet, ce qu'on voit, c'est que il y a des mobilisations de la jeunesse qui prennent dans énormément de pays. Vous l'avez dit, l'Allemagne par exemple, etc. On peut parler de la Belgique, de l'Angleterre. Ce qui se passe aux États-Unis, en effet, c'est assez particulier. Les États-Unis, c'est quand même un pays qui est très différent, avec une politique très différente. Nous, ce qu'on voit ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est que la jeunesse dans énormément de pays se mobilise sur la question palestinienne. Évidemment, il y a des mots d'ordre qu'on peut reprendre. Il y en a d'autres avec lesquels on se retrouve pas. Notamment, nous, on a toujours été assez clair à l'UNEF sur la condamnation du Hamas, qui est pas forcément le cas, notamment aux États-Unis, sur tous les campus. Et donc, mais après, et sur les questions d'antisémitisme, je me permets de vous poser directement cette question. J'imagine que vous ne vous y retrouvez pas non plus. Évidemment, nous, on a toujours été évidemment très clair sur la question. Le mouvement pro-palestinien qui appelle à la paix à Gaza n'est pas antisémite. Il appelle à la paix et à un cessez-le-feu. Par contre, et c'est évident qu'il faut le mettre, qu'il faut le dire et le dénoncer, il y a des actes individuels antisémites, et ceux-là, on les dénonce, et on demande évidemment qu'il y ait des sanctions qui soient prises envers ces personnes, et notamment qu'il puisse y avoir des moyens qui soient mis dans les universités de façon pérenne aussi, pas que là sur la question israélo-palestinienne, mais de tout temps, qu'il puisse y avoir un processus clair pour que évidemment des actes antisémites ne soient sanctionnés et n'arrivent pas évidemment dans les universités. Et condamnés évidemment. Pourquoi est-ce que vous appelez notamment à la suspension des collaborations avec les universités israéliennes? Quel rapport? On a du mal à le saisir. Alors nous, on n'appelle pas à une suspension comme ça du jour au lendemain. Nous, ce qu'on appelle, c'est que, on pense que la question doit être étudiée. Il faut aussi, ce sur quoi on appelle, c'est vraiment qu'il puisse y avoir une sorte d'audit sur la question, parce que bien sûr, il y a des universités israéliennes, et notamment, ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble des pays, y compris en Israël, c'est quand même un lieu de contestation du pouvoir qui est assez important. Là, il y a quand même à Tel Aviv énormément d'étudiants et de jeunes qui contestent la politique de Netanyahou, et il faut évidemment pouvoir les soutenir. Et après, il y a d'autres universités et d'autres établissements d'enseignement supérieur en Israël qui entretiennent des liens avec nos universités et nos établissements, qui sont beaucoup plus proches du pouvoir israélien. Et c'est sur ça que nous, on voudrait vous voulez travailler. Mais vous comprenez bien qu'on peut se poser la question quand on a cette revendication qui est l'une des premières revendications. Suspension, c'est ce que je lis, de cette collaboration avec les universités israéliennes. On se demande vraiment pourquoi et comment, si ce n'est, permettez-moi de vous le dire, un peu détourné, et qu'on fasse un rapport avec de l'antisémitisme aussi. Alors bien sûr, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut évidemment qu'on puisse regarder ce qui se passe et regarder quels sont les établissements avec lesquels on a des liens. Par contre, et ce sur quoi l'UNEF appelle à chaque manifestation, et c'est notre revendication principale, là c'est la revendication à Sciences Po Paris, mais c'est pas la revendication dans l'ensemble des établissements qui sont aujourd'hui mobilisés. C'est la revendication principale et le mot d'ordre principal, c'est appeler à un cessez-le-feu et à la fin du massacre à Gaza.
Laurent Fagerman, qu'est-ce que ce mouvement veut dire de cette jeunesse française aujourd'hui ? Elle cherche les moyens d'exprimer une révolte complètement légitime sur ce qui se passe actuellement à Gaza, sur ces crimes de guerre. Donc c'est important, et c'est toute la difficulté du débat, c'est qu'il est hystérisé. Par qui, d'après vous ? J'ai envie de dire par plusieurs acteurs. D'abord, on en parle beaucoup. Je pense qu'on en parle beaucoup, y compris dans les médias, par rapport à l'importance de la mobilisation. Alors moi, comme c'est saisi de mobilisation, ça me dérange pas. Mais si on en parle beaucoup, c'est parce que je pense que, de manière générale, là, les jeunes expriment quelque chose. Voilà, il y a un peu cette fonction qu'a pu avoir régulièrement les étudiants, les intellectuels, de porter des débats qui intéressent toute la société française. Ça, c'est le premier aspect. L'hystérisation, pour moi, elle vient quand vous avez la présidente de région, Valérie Pécresse, qui suspend les financements pour toute l'école de Sciences Po au nom des agissements d'une minorité, parce que ça reste une minorité. 70 personnes environ qui se sont enfermées dans l'école. Voilà, la semaine dernière, c'était un peu plus. Mais donc, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire et les personnels de l'école, etc., il y a 13 000 étudiants à Sciences Po. Donc voilà, ça, on voit bien, quand on envoie immédiatement la police, alors, il peut y avoir des moments où l'intervention de la police soit légitime dans une université. S'il y a un problème, s'il y a des étudiants qui sont empêchés de s'exprimer, c'est ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord. Mais l'envoi préventif, le côté immédiatement fait venir la police dans les universités, évidemment, crispe le débat. Vous trouvez que c'est disproportionné ? Oui. Très globalement et très objectivement, les images que l'on a pu voir, notamment sur notre antenne, des forces de l'ordre qui sont venues déloger des étudiants à Sciences Po, mais pas que. Vous les trouvez disproportionnés ? Je pense que c'est pas la meilleure manière de régler le débat. Je pense que l'administrateur provisoire de Sciences Po avait une position plus intéressante. Et je pense que l'hystérisation, elle vient aussi du côté de l'extrême gauche ou de LFI, voir autant de députés venir aussi régulièrement dans les universités, dans toutes ces mobilisations. C'est assez frappant parce que dans un sens, en pleine campagne des élections européennes, ça n'aide pas, à mon avis, la mobilisation, parce que très évidemment, les étudiants qui ne se reconnaissent pas dans ce parti peuvent se dire, mais si je manifeste, ça veut dire que je suis d'accord avec eux. Donc je pense que de ce point de vue-là, la position traditionnelle du mouvement étudiant, c'était une forme d'apolitisme qu'on pouvait critiquer, mais en tout cas de mise à distance des dirigeants, des leaders politiques, c'est plus le cas et c'est problématique. Salomé Ocar, comment est-ce que vous percevez la venue d'hommes politiques sur le terrain ? Est-ce que ça vous dérange ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense déjà que évidemment que lorsqu'il y a des mobilisations étudiantes qui peuvent être visibilisées par des personnalités politiques qui soutiennent la cause, nous on est toujours content quand il peut y avoir des soutiens, notamment sur cette cause-là qui a besoin de visibilité. Après, évidemment, et ce sur quoi on reste extrêmement attentif, notamment à l'UNEF, c'est que évidemment ces causes ne soient pas récupérées et que les étudiants soient toujours les acteurs premiers des mobilisations, et notamment que ce soit sur des mots d'ordre étudiants et que les étudiants décident la façon dont ils se mobilisent, sur quel mot d'ordre, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas totalement déjà récupéré ? Non, je pense que justement, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on appelle la récupération politique. Évidemment, il faut pas nier le fait qu'on est en campagne sur les européennes et donc évidemment ça peut jouer un rôle là-dessus. Par contre, les manifestations aujourd'hui pour la paix à Gaza, etc., c'est des mobilisations qui sont portées par les étudiants depuis des mois maintenant, depuis la jeunesse, et évidemment, mais je suis d'accord qu'il faille être énormément attentif lorsqu'on est étudiant et que on est acteur de ces mobilisations-là, de ne pas être récupéré et que les étudiants soient d'un côté ou de l'autre, par ailleurs. Évidemment, et que les étudiants soient les premiers décideurs de ces mobilisations. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a un message à faire passer aux étudiants. On va le citer, j'ouvre les guillemets. Les règles, on ne les défie pas, on les respecte. Force restera la loi. Oui, on voit bien, justement, c'est un peu... si vous me permettez, j'aimerais bien parler de ce qui s'est passé. L'ancêtre de tout ça, c'est aux États-Unis. Ils nous ont beaucoup inventé de choses. C'est en 1964 à Berkeley, à l'université en Californie, et où, justement, le mouvement étudiant, les origines des mobilisations étudiantes, c'était à Berkeley. C'était notamment l'exemple américain, avec une lutte pour la liberté d'expression, le free speech, dans cette université, où c'était interdit. Et c'est à partir de là que vous avez eu le mouvement des droits civiques, que vous avez eu toute une série
de lutte bien connu aux États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental et qu'il vaut mieux que les étudiants s'expriment et discutent. Alors après, il y a des organisations qui sont responsables, on fait partie de l'UNEF, qui dénoncent l'antisémitisme. Il y a débat, et dans ces débats, par exemple, on ne parle pas beaucoup des otages. Moi, je le regrette, parce que c'est quand même un point fondamental. Absolument. Et dans la résolution, dans le cessez-le-feu, la discussion qui a eu lieu actuellement entre les deux protagonistes de ce conflit, qui sont co-responsables. Alors, on peut discuter, on peut avoir des discussions très intéressantes sur est-ce que c'est Netanyahou qui est le plus responsable ou le Hamas, mais le résultat final, c'est quand même une co-responsabilité. Et dans les discussions qu'il y a entre ces deux partenaires, eh bien, il y a la question des otages qui est centrale. Voilà. Donc, il y a ces éléments-là sont à mon avis à discuter. C'est ce que dit Biden aux États-Unis, le président américain Joe Biden. Ouais. Il dit l'ordre doit prévaloir face aux mobilisations dans les universités. L'ordre. Ouais. Et l'agent qui est dans la démocratie aussi. Mais justement, c'était les démocrates qui étaient au pouvoir à ce moment-là, et ils ont été un peu piégés parce qu'ils ont soutenu l'intervention massive de la police à Berkeley en 64, ce qui a provoqué une césure avec la jeunesse étudiante. Le problème, c'est que ceux qui ont ramassé la mise après, ce sont les néoconservateurs, c'est Reagan. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que l'exemple américain, c'est à la fois qu'il ne faut pas empêcher les étudiants de s'exprimer, qu'il faut les laisser aussi s'organiser entre eux, mais que s'il y a une dérive qui existe, cette dérive, elle sera récupérée par une pensée néoconservatrice qui existe bien en France, qui est plus importante que toutes les voix de gauche aujourd'hui. Et cette pensée-là peut, au contraire, instrumentaliser les choses à son profit. Bon, les lycéens annoncent qu'ils vont vous rejoindre. Ils disent qu'il va y avoir des manifestations d'envergure. Comment est-ce que vous le prenez? Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous allez réussir à vous organiser entre vous? Est-ce que par ailleurs vous en avez déjà discuté? Évidemment, c'est l'objectif et on le répète, mais quand même c'est la jeunesse aujourd'hui qui est fer de lance de cette mobilisation parce que ce qui se passe à Gaza est absolument intolérable pour la jeunesse et la jeunesse dénonce évidemment ce qui se passe. On parle évidemment de la libération des otages qui pour nous doit être centrale aussi dans ces mobilisations-là et évidemment la fin du massacre du peuple palestinien. Et bien sûr que nous, on va essayer d'avoir tout un tas de cadres de discussion avec les lycéens parce que c'est une mobilisation qui doit être dans les universités, sur les lieux d'études, mais aussi dans les lycées. Et on est évidemment très content que les lycéens se rejoignent à la lutte. Alors Salomé Ocar, c'est quoi la prochaine étape? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Peut-être avez-vous le programme. Le programme, exactement. Quel est le programme? Beaucoup de choses, je pense. On a encore eu plusieurs assemblées générales aujourd'hui. Il y en aura d'autres demain sur les lieux d'études. Il faut avoir en tête évidemment que nous, on est très surpris par le fait que cette mobilisation prenne autant, étant donné la période, c'est une période d'examen très forte sur les facs. Ça veut dire aussi que les étudiants ne vont pas lâcher de sitôt la mobilisation. Donc nous, à l'UNEF, on s'est engagé à soutenir toutes les formes de mobilisation qui vont être décidées par les étudiants, notamment sur leurs moyens d'action, pas sur tous les mots d'ordre, parce qu'il y a des mots d'ordre, encore une fois, qu'on suit pas forcément, mais sur tous les moyens d'action. Et puis évidemment, ça va aussi être en fonction de ce que décide le gouvernement et s'il continue de museler et de censurer le débat dans les universités. Une affaire à suivre donc. Vous avez 10 secondes. Oui, les lycéens ont toujours été en liaison avec les étudiants. Toute mobilisation étudiante importante comprend une bonne part de lycéens. Merci beaucoup, Laurent Fajorman. Merci à vous, Salomé Ocar, d'avoir été avec nous ce soir.